Pour la première fois, voici filmée du ciel la demeure du sultan de Brunei. Nurul Iman, le plus grand palais du monde, plus de 3 fois la taille du château de Versailles. Image saisissante, ce jour-là, cachée sous son voile rouge, la princesse Azima s'apprête à épouser dans la pure tradition son cousin germain. Jamais, depuis près d'un demi-siècle, une caméra occidentale n'a été autorisée à tourner au cœur du sultanat de Brunei. Vous avez vraiment beaucoup de chance d'être présent à cette cérémonie. Vous avez les meilleures places pour assister à l'événement. Tout ça grâce à nos services. Aux premières loges, le maître des lieux et père de la promise, le richissime sultan Hassan al-Bolkiah. À 77 ans, depuis le décès de la reine Elisabeth II, il est le chef d'État qui règne depuis le plus longtemps au monde. Il est sur le trône depuis 1967. Sous sa couronne en or massif, à 38 ans, Azima vit le premier temps fort de son mariage. La cérémonie des poudres, un rituel qui remonte au XIVe siècle, époque à laquelle la famille du sultan est arrivée au pouvoir. La dynastie règne depuis sans partage sur Brunei. Cette bénédiction aux huiles saintes n'est que le début des festivités. Le mariage va durer 10 jours, l'occasion unique de découvrir l'un des pays les plus secrets au monde. Au cœur de l'Asie du Sud-Est, sur l'île de Bornéo, enclavée en Malaisie et proche voisine de l'Indonésie, Brunei est un minuscule territoire, pas plus grand qu'un petit département français, un confetti où ne vivent que 450 000 habitants. Ce sont les sujets du sultan Hassan al-Bolkiah, l'un des hommes les plus riches de la planète. Grâce aux immenses gisements offshore de son petit royaume qui regorge de pétrole et de gaz, sa fortune personnelle est estimée à plus de 18 milliards de dollars. Détenteur de tous les pouvoirs, le sultan est un monarque absolu dans un pays privé de toute opposition, presque un dieu vivant. Révéré par un peuple qui n'a pas vraiment le choix, le sultan impose au fil des ans un islam de plus en plus rigoriste. Une vie austère, menée au rythme des prières, dès le plus jeune âge. Tout le corps doit être recouvert, sauf le visage et les mains. C'est vraiment toute la main, du poignet au bout des doigts. Aïcha n'a que 5 ans et elle porte déjà le hijab? Oui, c'est vrai. Mais si on veut déjà l'éduquer, il faut qu'elle s'habitue à ce genre de choses. Dans tout le pays, l'alcool est banni et il est interdit de fumer en public. En 2019, une étape est franchie, le sultan instaure la charia, la loi islamique la plus stricte. Désormais, l'homosexualité et l'adultère sont passibles de la peine de mort. Tollé général, un peu partout dans le monde, comme ici à Londres, des manifestations ont lieu devant les hôtels de luxe détenus par le sultanat. À Paris, il possède aussi 2 palaces, le Plaza Athénée et le Meurice. 50 ans plus tôt, Brunei avait bonne presse. La reine Elisabeth II paradait aux côtés du sultan à bord d'un char tiré par une 50aine d'hommes. Le pays est alors une colonie britannique. Le sultanat n'accède à l'indépendance qu'en 1984. Il se détache du Royaume-Uni, mais conserve tout un héritage. Comme jouer au polo, le sport des rois, que pratique toute la famille royale de Brunei. Il y a 25 ans, le prince Charles, devenu roi, disputait une partie avec le sultan. Aujourd'hui, l'une des plus douées à ce jeu n'est autre que la jeune mariée, la princesse Azima. Elle a beaucoup d'énergie. Vous arrivez à bien la contrôler? Oui, elle réagit bien. Dans un pays bordé par la mer de Chine et recouvert à 80% par une jungle ultra préservée, entre un islam rigoriste et une famille royale qui cultive le secret, enquête inédite au sultanat de Brunei, le plus strict,
le plus riche et le plus mystérieux des royaumes. Retour au palais du sultan où se poursuivent les cérémonies du mariage royal. Dans le pays, c'est l'événement de l'année. Les noces de la princesse Azima avec son cousin Germain sont placées sous bonne garde. Tout au long de notre présence, autorisée après de longs mois de tractation, nous sommes en permanence accompagnés par des membres des services du gouvernement. D'emblée, nous sommes frappés par le luxe environnant. Il y a beaucoup d'or ici. En effet, presque tout ici est recouvert d'or, de l'or pur. C'est vraiment de l'or? Oui, de l'or pur. Vraiment? Oui, oui, du vrai or. Je confirme que tout ici est en or. Et on ne peut pas toucher. Si, vous pouvez passer votre main dessus. Vous vous rendrez compte de la texture de l'or. Attends, je vais regarder, c'est quand même incroyable. Ah oui, ça c'est de l'or. Pure gold. Une mosaïque en or, un cadre au faste inégalé. Ce soir, la salle du trône va accueillir les deux jeunes mariés en présence de toute la famille royale. Qui va s'asseoir ici? Ce sont les sièges des deux familles royales. D'un côté, la famille de la mariée, et de l'autre, celle du marié. Parlez-moi de ces deux fauteuils. Ces deux fauteuils sont exclusivement réservés au sultan et à la reine. Ici, c'est un lieu très sacré. Seule la famille royale peut venir ici. Vous avez beaucoup de chance d'être si proche de ces fauteuils, car en tant que personne du peuple, c'est inhabituel d'être si proche de ce lieu. J'ai l'impression qu'ici, tout le monde adore le sultan. Parce qu'il est le sultan du peuple, parce qu'il est très proche de ces sujets. Allez, je pense qu'il est temps d'y aller. Les premiers invités arrivent. Ils sont 2000 en tout, triés sur le volet. Il y a là toute la famille du sultan, le prince héritier, le frère de la mariée, le prince Matin, et le prince Jeffrey, à la fois père du marié et frère du sultan. Dans l'assemblée, de nombreux ambassadeurs représentent le monde entier pour l'occasion. Après 8 jours de cérémonie, la fille du sultan va devenir l'épouse de son cousin Germain, le prince Bahar. Il a 41 ans. Avec ce geste symbolique sur le front de la princesse, l'union est désormais officielle. Les cérémonies touchent à leur fin. Ce soir est donné le banquet de clôture du mariage. Dans une des 3 salles d'apparat du palais, toujours dans le plus grand luxe, des centaines de petites mains s'activent. Le service doit être irréprochable, une question de prestige pour une dynastie millénaire. Le sultan sera assis au centre. Il aura à ses côtés les membres les plus proches de la famille royale. C'est un moment de grande fierté de faire partie d'un tel événement, car ces festivités sont assez rares. Mais quand vous avez la chance d'y participer, vous avez le sentiment d'accomplir quelque chose d'unique et vous êtes heureux d'en faire partie. Et ça vous rend très fier. C'est un moment qui va rester dans l'histoire? Oui, c'est un moment historique. Parmi les convives, la star de la mode en Asie du Sud-Est. Tu peux nous prendre en photo? Venu de Malaisie, Bernard Chandran est le couturier attitré de la famille royale depuis 27 ans. Attendez, je vais en prendre une autre. C'est lui qui a dessiné la robe portée ce soir-là par la jeune épouse et le costume de son nouveau mari, le prince Bahar. 9 couturières ont travaillé pendant 4 mois, 9 heures par jour. Sur cette robe ou sur plusieurs robes? Non, seulement cette robe. La princesse voulait quelque chose de traditionnel. Mais en même temps, il fallait aussi que ça soit contemporain et très actuel. Je suis ravi et le plus important est qu'elle soit contente du résultat. Je suis béni et très heureux.
L'arrivée de la famille royale est imminente. Pour se déplacer dans son immense palais, elle emprunte des voiturettes de golf en guise de carrosse. Les jeunes époux arrivent en premier, suivis de près par le sultan. À son bras, la reine Saléha, son épouse depuis presque 60 ans. Pour les jeunes mariés, c'est le dernier jour des festivités. Avant le dîner de gala, le grand moufti, le plus haut dignitaire musulman du pays, dirige en personne une dernière prière. À la table d'honneur, la princesse Azima porte un diadème en forme de cœur et un incroyable collier de diamants offert pour l'occasion par son père. Avec cette noce, le 29e sultan de Brunei resserre encore davantage les liens familiaux et assoit un peu plus son pouvoir. Quelques jours après le mariage, plutôt que de partir en lune de miel, la princesse Azima va retrouver son lieu préféré à Brunei, le terrain de polo, un havre de paix à une trentaine de minutes de la capitale. Dans ses écuries, 200 chevaux, ils viennent tous d'Argentine, la grande nation du polo. Rien n'est trop beau pour ces pur sang. Pour les acclimater à la chaleur tropicale de Brunei, ils ont droit à des box climatisées. Dans une ambiance country club très british, le match des VIP va bientôt commencer. Star de la journée, la jeune mariée, la princesse Azima. C'est Erwina, le cheval que Prince Bar aime monter. Comment vous vous sentez lorsque vous la montez? Elle a beaucoup d'énergie. Vous arrivez à bien la contrôler? Oui, elle réagit bien. Privilège royal, cheveux au vent, Azima est la seule femme du sultanat à jouer au polo. Dans l'équipe adverse, elle va affronter le prince Jeffrey, son oncle, devenu aussi son beau-père. Influencé par les coutumes de l'aristocratie britannique, c'est lui qui a importé le polo à Brunei et créé le club à la fin des années 70. À près de 70 ans, il reste un très bon joueur. Sur une surface grande comme 3 terrains de football, 2 équipes de 4 joueurs s'affrontent. Tous sont d'excellents cavaliers. Sous les yeux d'Emmanuel, son entraîneur personnel arrivé d'Argentine il y a 5 ans, la princesse Azima est aujourd'hui particulièrement inspirée. Je travaille uniquement pour la princesse Azima. Je suis toujours là pour la soutenir. Je ne m'occupe que d'elle et de ses chevaux. Et ça depuis de nombreuses années. Nous formons une équipe et ce qui nous lie, c'est l'amour des chevaux et du sport, le polo. Et je crois que cette connexion se voit. Face à la jeune mariée, le prince Jeffrey tient aussi son rang. Le frère du sultan joue au polo depuis plus de 40 ans et ne se lasse pas du jeu. Pourquoi est-ce que vous aimez tant le polo? J'adore le polo. Ça me donne beaucoup de plaisir. Ça fait 40 ans que je joue. Ça me maintient en forme. Vous êtes toujours en très grande forme physique et très compétitif. J'essaye de garder le rythme. Je joue dans un cadre magnifique. Mais bientôt, je prendrai ma retraite. Ça s'est bien passé? Ça s'est très bien passé. Au début, le cheval était très excité. Merci, princesse. Merci. Pour l'anecdote, la partie s'achèvera sur la victoire 7-3 en faveur de l'équipe de la princesse. À l'autre extrémité des écuries royales, il existe un des endroits les plus étonnants de Brunei. Un restaurant argentin pour rester dans l'ambiance polo. Il y a d'abord ce parking avec des bornes de recharge électrique, une exception à Brunei, dans un pays où à 37 centimes d'euros le litre, l'essence est 2 fois moins chère que l'eau. Et ici,
uniquement des modèles de luxe. Celui-ci appartient à Farid, un des frères de la princesse Azima. Combien y a-t-il de voitures électriques à Brunei? Actuellement, il y a 20 voitures électriques. Que des Porsche. J'adore les voitures. Et j'ai une petite collection chez moi. J'ai quelques moteurs V8. Membre de la famille royale, Farid est aussi le patron du restaurant. Dans un pays pas tout à fait comme les autres, le prince donne de sa personne jusqu'à la plonge. C'est pour quelle table, ces plats? Farid, c'est le coup de feu, là. Oui, en effet, on prépare beaucoup de commandes ce soir. Parce qu'on a beaucoup de clients. Je suis très impliqué, je fais la plonge, je peux m'occuper du grill et je m'occupe du service en salle aussi. Je fais tout. Il n'y a pas le choix. Pourquoi avoir ouvert ce business? Vous auriez pu ne rien faire et profiter de la vie. Non, mais vous savez, j'apprends tous les jours. Et ma famille m'a inculqué que si vous voulez quelque chose, il faut travailler pour l'obtenir. C'est comme ça que notre mère a choisi de nous élever ensemble. Farid a voulu créer un petit morceau d'Argentine en plein Brunei. Sur les tables, uniquement des pièces de bœuf. Et la suite arrive. Et le tout préparé à la sud-américaine. À l'extérieur, les steaks sont grillés façon asado, la méthode de cuisson préférée des Argentins. Maté à la main, Emmanuel, l'entraîneur de la princesse Azima, se sent forcément ici, comme chez lui. Nous, en Argentine, on a une tradition. Un match de polo se termine toujours par un asado, un barbecue argentin. Brunei est un pays très chaleureux, très ouvert à beaucoup de cultures. Si nous, les Argentins, on peut amener un peu de culture argentine, alors ça nous rend heureux. À 16 000 km de Buenos Aires, Emmanuel mène une vie d'expatrié, bien loin du quotidien des sujets du sultan. Bandar, la capitale de Brunei. Ici, on est loin de la frénésie des mégalopoles asiatiques. Très peu de circulation et pas beaucoup d'activités. À peine 200 000 habitants y vivent, près de la moitié de la population du sultanat. Un peu à l'écart du centre-ville, nous nous rendons dans un quartier résidentiel où vit la classe moyenne du pays. Comme la famille d'Iskandar. Est-ce que tu as déjà appris cette leçon? Oui, je l'ai fait. À 45 ans, Iskandar travaille pour le ministère des Affaires religieuses. Sa mission, conseiller les familles pour conjuguer au mieux religion et vie quotidienne, notamment au travail. On y va, on va voir maman. Son épouse, Yana, est institutrice. Ils ont 5 enfants, 4 garçons et une fille. Il est 7 h du matin, l'heure de partir à l'école. Aïcha, prends tes affaires. Le père, Iskandar, se charge d'emmener son fils de 14 ans, Ayoub. À peine 10 minutes de trajet, et sur le chemin de l'école, comme tous les matins, une prière, la Fatiha, la première sourate du Coran. C'est notre routine matinale. Dès qu'on est en voiture, on récite quelques versets du Coran. Parce que nous demandons la bénédiction et la protection d'Allah pour nous durant toute la journée. Donc on énumère des passages du Coran. Du matin au soir, l'islam guide tous les aspects du quotidien de cette famille traditionnelle. À Brunei, les 3/4 des habitants sont musulmans. Le jeune Ayoub est scolarisé dans une école coranique réservée aux garçons. Cet immense complexe flambant neuf est entièrement financé par la famille royale. Et en toute simplicité, l'établissement porte le nom du sultan, Hassan al-Bolkiah. À Brunei, personne ne paye d'impôts et comme la santé, l'éducation est gratuite. Ici sont scolarisés 1300 garçons de 13 à 17 ans.
Chaque journée commence là encore par une prière. Ayoub suit un enseignement en malais, en anglais et pour les cours de religion, en arabe. Pendant des heures, Ayoub et ses camarades se plongent dans l'étude du Coran. Il faut qu'on mémorise ce passage et ce passage. Puis il faudra les réciter devant le professeur. Quelle est la particularité de cette école par rapport aux autres? Par rapport aux autres écoles, l'enseignement se fait en arabe, alors que dans les autres établissements, cela se fait en malais. Et qui a décidé que tu serais élève dans une école où on apprend l'arabe? C'est moi. Je veux aller travailler ailleurs et ne pas rester à Brunei, car l'économie ici est très peu développée. À l'étranger, il y a des économies plus développées, donc je veux aller travailler dans d'autres pays. Je crois que c'est le but de beaucoup d'élèves ici. Parfois, vous pouvez obtenir une bourse pour aller étudier à la Mecque ou dans d'autres pays arabes. Et en étudiant ici, c'est plus facile d'obtenir une bourse pour aller à l'étranger. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pour Ayoub, l'étude du Coran, c'est 8 heures par semaine. Ils sont vraiment tous très obéissants. Ayoub restera encore 3 ans dans cette école avant d'espérer aller étudier à l'étranger. Retour à la maison. Comme chaque jeudi soir, veille de week-end à Brunei, Iskandar reçoit chez lui toute sa famille. Avec les marques locales de respect dues aux aînés, comme ici avec son père. Ce que je viens de faire, c'est de lui serrer la main comme une marque de respect. Et je lui baise aussi le dessus de la main. C'est le cas aussi avec ma fille ou avec un bébé. Nous faisons la même chose. Par exemple, quand d'autres membres de la famille viennent, on se salue comme ça, car c'est une marque de respect. Dans sa maison, Iskandar a dédié une pièce entière à la prière. Un moment de partage pour la famille, toute génération confondue jusqu'à la plus jeune, la petite Aïcha. Elle n'a que 5 ans, mais pour l'occasion, elle est couverte par 2 voiles. Quand votre fille prie, elle doit porter cette tenue? Et pour quelle raison? Tout le corps doit être recouvert, sauf le visage et les mains. C'est vraiment toute la main, du poignet au bout des doigts. Quand une jeune fille atteint l'âge de la puberté, il est obligatoire de lui couvrir toutes les parties du corps qui sont exposées. Aïcha n'a que 5 ans et elle porte déjà le hijab? Oui, c'est vrai, mais on veut déjà l'éduquer. Il faut qu'elle s'y habitue. Après les prières, qui ont duré plus d'1 heure, les femmes de tous âges se retrouvent entre elles. À Brunei, nous avons des familles nombreuses. C'est notre éducation. Nous sommes tous très proches de nos parents. Chose étonnante, dans un pays aussi fermé que Brunei, les femmes n'ont pas que leur vie de famille. Elles bénéficient aussi de nombreux droits. Nous travaillons toutes. Je suis institutrice. On peut faire tout ce qu'on veut, vraiment. On peut conduire, on peut retrouver nos amis. Je travaille à 1 heure de ma maison. Il n'y a aucun problème. En tant qu'épouse ou femme, vous pouvez vous comporter comme vous le souhaitez. Et vous avez beaucoup de liberté. Mais il y a quand même des limites à ne pas dépasser. Il est temps de passer à table avec un repas commandé chez un traiteur.
Le menu ce soir, c'est du poulet au curry, du poisson à la mangue et des aubergines. La nourriture, c'est très important pour vous à Brunei, non? Oui, parce qu'on adore manger. Manger tous ensemble nous rapproche. C'est pourquoi la nourriture est très importante. Merci. Merci, au revoir. Rentrez bien. T'as pris ta nourriture? Je suis très heureux parce qu'on se retrouve tous ensemble. On prie ensemble, on rigole ensemble. C'est un très bon sentiment. Ils sont venus chez moi, je me suis occupé d'eux. On a mangé ensemble. Ça me rend heureux. Ce sont des choses qui m'épanouissent vraiment. Mais maintenant, je suis épuisé. Et je dois tout nettoyer après qu'ils soient partis. Un peu à l'écart du centre de la capitale, les studios de production Regal Blue. C'est ici que sont tournés les rares programmes de la télévision nationale de Brunei. Et comme on va le voir, on ne peut pas parler de tout dans le pays, loin de là. À 32 ans, Akil joue depuis plusieurs années dans des sitcoms très populaires dans le sultanat. Bonjour tout le monde. Où êtes-vous? Vous êtes prêts? Ce soir, avec 6 autres comédiens, Akil va tourner un nouvel épisode de la série Les Fêtes de l'Aïd sont de retour. Je crois que j'ai la même chemise que celle-ci. Dans la vraie vie, Akil travaille dans le digital, car à Brunei, le secteur du divertissement est très limité. Tous ici sont des amateurs. Tant bien que mal, une petite scène artistique émerge depuis quelques années à Brunei. Le tout, c'est d'éviter les sujets qui fâchent. Dans la génération précédente, il n'y avait pas vraiment de créateurs ni d'artistes. Mais maintenant, les jeunes font du théâtre, de la musique. Ils cherchent à faire plus de choses. Évidemment, il y a certaines règles que l'on doit respecter. Qui sont? On ne peut pas parler de sexe, de politique, ni de religion, ni de la famille royale. À part ça, on peut parler de tout. Est-ce que vous pourriez sortir? Ah, les filles veulent se changer. Les filles veulent se changer. Désolé, oui. Désolé. Interrompu, Akil n'ira pas plus loin sur la question des interdits, visiblement gênante. Ok tout le monde, vous êtes prêts? Nous allons faire les répétitions du sketch 1, scène 2. Avant de quitter le plateau, nous essayons d'aborder avec Akil la situation des homosexuels dans le pays, soumis au régime de la charia. C'est un pays très religieux et conservateur. Donc il n'y a pas beaucoup de place pour cette communauté, si vous voyez ce que je veux dire. Vous parlez de la communauté LGBT? Cette communauté ne peut pas vraiment être visible en manifestant, par exemple. Cela s'explique par le type de monarchie que nous avons. Il y a un code et des règles très strictes dans les pays musulmans. Dans cette société très fermée, les réseaux sociaux sont l'une des rares fenêtres d'expression. Et encore, dans une certaine mesure. Concernant les réseaux sociaux et notre créativité pour nous, les locaux, il n'y a pas de restriction de liberté, sauf si c'est pour une diffusion sur la télé nationale. Mais tant que ça reste sur TikTok, on dit ce qu'on veut. Mais si vous représentez votre pays et que votre compte TikTok a une audience internationale, alors il faut respecter certaines règles. Ne rien montrer de sensible ou parler mal de notre pays. Pour Akil, c'est l'heure d'entrer en scène. Son rôle, il joue un homme qui voyage dans le temps et qui célèbre à 4 époques différentes les fêtes de la fin du Ramadan.
C'est une carte de l'Aïd Moubarak? Mais elle sent le curry. Tu as mangé? Tu ne fais pas le ramadan? Mais si, je jeûne. L'odeur vient de chez le voisin. Des scénettes bien pensantes, la télévision nationale est un relais du discours officiel. Un seul modèle est mis en avant, celui de la famille traditionnelle qui vit selon les préceptes de l'islam. À la sortie de Bandar, un pont vient tout juste d'être inauguré pour enjamber le bras de mer qui sépare les deux parties de Brunei. Il permet d'atteindre la jungle, une des dernières forêts primaires de la planète. Grâce à ses pétrodollars, le sultanat a interdit toute exploitation. La végétation est intacte, contrairement à ses voisins malais et indonésiens qui ont ravagé leurs forêts. Dans le parc naturel de Temburong, un écolodge accessible uniquement par bateau. Depuis quelques années, Brunei s'ouvre timidement à un tourisme responsable qui attire des visiteurs venus du monde entier, comme cette famille américaine. On ne peut venir ici que par bateau. C'est vraiment super de découvrir une forêt vierge comme celle-ci, qui n'est absolument pas bétonnée. Mesdames et messieurs, réunissez-vous pour un petit briefing. Et prenez vos gilets de sauvetage. Donc aujourd'hui, vous allez découvrir la jungle du parc national de Brunei. 45 minutes de pirogue sur une rivière qui s'enfonce dans la jungle. Et à l'arrivée, 1 heure d'ascension pour rejoindre la canopée. On est arrivé. Mais à partir d'ici, il reste 747 marches à gravir. Eh ben, on n'est pas près d'arriver encore. C'est vachement chaud, quoi. Il fait 36 degrés avec un taux d'humidité maximal. La motivation qu'il faut. Romain, 41 ans, vient de Paris. Il passe 12 jours de vacances à Brunei. Assieds-toi là, on va faire une pause. C'est un sacré défi de venir découvrir la forêt vierge, hein? Pour moi, le plus grand défi, c'est de ne pas pouvoir fumer dans ce pays. De ne pas fumer? C'est impossible d'acheter des cigarettes. T'as raison, c'est illégal de fumer chez nous. C'est inscrit dans la loi. Bienvenue à la canopée. C'est super. On est vraiment au-dessus de toute la forêt, au-dessus de la canopée, ça rend ouf, quoi. Ça rend génial, quoi. Ça rend très beau. Une forêt immaculée qui représente 80% de la superficie du sultanat. Retour à Bandar, au cœur de la capitale. Nous sommes à Gadong, le plus grand centre commercial du pays. Comme tous les week-ends, séance shopping pour la famille d'Iskandar. Sa femme Yana veut s'acheter une nouvelle tenue, mais comme toujours, son mari va avoir son mot à dire. Allez les enfants, on y va. J'aime bien cette tenue. Dans les rayons des boutiques, son choix est limité. Yana doit respecter des codes assez stricts, encore le poids de la religion. Vous n'avez que la taille M? Vous ne l'avez pas en large? Quand vous achetez des vêtements, il faut que ça soit en taille L. C'est la règle? Pour quelle raison? Parce qu'il ne le permet pas. Vous faites toujours les courses avec votre mari? Parfois oui, parfois non, parfois avec mes sœurs. Elle connaît mes préférences concernant la façon dont elle doit s'habiller. Et de quelle façon doit-elle s'habiller? Elle doit porter des vêtements larges, jamais trop serrés.
Oui, c'est ça. Jamais près du corps. Je préfère que ça soit ample, comme ça on ne voit jamais la forme de son corps. Parce que ces formes, ce n'est que pour mes yeux. Je ne l'ai jamais forcée. Mais c'est son devoir en tant que femme musulmane. Elle ne doit rien porter de trop serré et ça doit toujours rester modeste. Paradoxe de Brunei, les femmes travaillent et semblent libres, mais elles restent sous l'emprise de leur mari. Au moment de passer à la caisse, Yana pourrait être autonome. Elle est institutrice, mais chaque mois, elle verse tout son salaire à son mari. En retour, Iskandar lui donne de l'argent de poche. Et c'est votre argent? Vous le dépensez comme vous le voulez? Mon mari me donne de l'argent de poche tous les mois pour que je puisse m'acheter des vêtements, dans la limite de 70 €. Et si je dépasse, j'utilise mon propre argent. Faire les magasins est l'une des rares distractions offertes par Brunei. Le reste du temps est consacré à la pratique de la religion. Comme tous les vendredis, jour sacré de l'islam, Iskandar se rend à la mosquée avec ses 4 fils. À Brunei, c'est une obligation pour tous les hommes musulmans, sous peine d'amende. Hassan, tu as pris ton tapis de prière? Le pays vit depuis 2019 sous le régime strict de la charia. Iskandar ne trouve rien à y redire, bien au contraire. Nous avons subi beaucoup de critiques de certains pays occidentaux lors de l'instauration de la charia à Brunei. Mais pour nous ici, cette loi ne nous pose aucun problème. Toute cette polémique a été créée à l'extérieur de Brunei. Heureusement, depuis que Sa Majesté a imposé l'application de la charia, Brunei a vu sa situation s'améliorer par rapport au passé. C'est-à-dire? Brunei est devenu beaucoup plus paisible et le taux de criminalité a baissé considérablement. Avec une criminalité quasi inexistante, Brunei est l'un des pays les plus sûrs du monde. Depuis l'application de la charia, personne n'a été exécuté. De l'avis des spécialistes du pays, sa mise en place serait avant tout un geste politique du sultan en direction de ses sujets les plus conservateurs. Quoi qu'il en soit, le poids de l'islam se fait de plus en plus sentir. Les vendredis, entre midi et 14 h, le pays est à l'arrêt et les mosquées du royaume font le plein. Cette islamisation à marche forcée a des répercussions jusqu'aux confins du petit pays. Depuis la capitale, il faut compter 3 heures de 4x4 pour arriver chez les Ibanes. En pleine forêt, ils sont aujourd'hui 30 000 membres de cette tribu à vivre à Brunei, dans ce qui ressemble à d'immenses hangars. C'est ce que l'on appelle ici une longhouse, un logement collectif de plus de 100 mètres de long. Le chef du village nous accueille. Je vous en prie. Soyez les bienvenus dans notre maison. Depuis 2015, une vingtaine de familles vivent ici. Cette maison a été entièrement financée par son Altesse le Sultan. C'est son argent personnel. Il en a fait cadeau à la communauté. Pour obtenir ce financement, une seule condition imposée, se convertir à l'islam. Dans son discours, le chef des Ibanes ne regrette rien. Jusque-là, nous, les Ibanes, nous n'avions pas vraiment de religion. Mais à présent, nous sommes islamisés à 85%. L'islam est la meilleure des religions. Chez les Ibanes, l'islamisation est récente et la pratique moins rigoureuse qu'en ville. Dans cette cuisine que se partagent 3 familles, peu de femmes sont voilées et aucune fillette.
Mais le lendemain matin, au moment de partir à l'école, financée elle aussi par le sultan, la loi islamique reprend le dessus. Le voile est de rigueur pour les filles, dès le plus jeune âge. À 300 mètres de la Longhouse, en pleine jungle, 2 bâtiments scolaires tout récemment rénovés. Ici, chaque journée commence par l'hymne national à la gloire du sultan. Le contrôle d'hygiène va être fait par Carol. Ensuite, on fera cours comme d'habitude. Qu'est-ce que vous faites? Je vérifie leurs ongles. Fais voir les tiens. Des conditions d'enseignement grand luxe, avec quasiment un prof par élève. Il y a 4 enfants et vous êtes 3 instituteurs? Parce qu'il y a des élèves d'âge et de niveaux différents. C'est une très bonne opportunité pour eux. On peut pratiquer un enseignement particulier, en face à face. Venez me saluer. Comme marque de respect envers les professeurs, les élèves effectuent toujours le même salut traditionnel. Ok, il est l'heure. On monte tous en classe. Et en pleine jungle, l'école détonne. C'est le seul endroit du village à être connecté à Internet. L'instituteur, Kerol, n'appartient pas à l'ethnie Iban. Il est d'origine malaise, comme la majorité des Brunéiens. Il ne vient ici que 4 jours par semaine. Le reste du temps, il habite la capitale avec sa femme et ses enfants. Pour ses cours, il bénéficie des dernières technologies. Pour rendre le cours plus facile, nous utilisons la technologie à notre disposition. Tout cela est possible grâce à l'aide de Sa Majesté. Parce qu'il paye pour tout ça? Le sujet du jour, c'est l'histoire exemplaire. Quelle est la leçon à retenir? Ne pas faire facilement confiance à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Compris? Objectif, l'intégration des jeunes de la tribu à la culture de Brunei, même si leur langue maternelle est l'Iban. J'enseigne en malais dans ce cours. En gros, je leur apprends le malais, la moralité et le MIB. C'est quoi le MIB? C'est l'histoire de la monarchie de Brunei en malais. Nous enseignons la culture malaise, notre langue, des leçons sur Brunei et sur la religion. En s'islamisant, les Iban bénéficient à plein des largesses du sultanat, ce qui n'est pas le cas de toutes les tribus de la région. De l'autre côté de la rivière, une toute autre ambiance. Le Touwai, le chef du village Iban, nous fait rencontrer Azeri, le chef d'une petite ethnie qui a toujours vécu ici, les Punan. Il a beaucoup plu ce matin. Azeri appartient à une ethnie qui a toujours refusé majoritairement la conversion à l'islam. Aujourd'hui, elle semble en payer le prix. Anciens nomades qui vivaient de la cueillette et de la chasse, les Punan sont depuis de longues années livrés à eux-mêmes. 80 personnes habitent ici, dans le plus grand dénuement. Cette maison n'est plus en bon état. Nous demandons qu'il y ait des travaux, mais ils n'ont pas encore eu lieu. Regardez ici, il y a des trous. Et quand il pleut, tout est mouillé.
Ici, ça va s'effondrer, tout tombe. Ce n'est plus du tout en bon état. C'est dangereux. Quand il y a du vent, ça bouge. Ça fait 5 ans que nous demandons des réparations et toujours pas de réponse. Vous n'avez pas d'aide du gouvernement? Non. Non, aucune aide. Dans la tribu, seulement un quart des Punan s'est pour l'instant converti à l'islam. Les autres font de la résistance, mais ce n'est pas sans conséquence. Combien de personnes se sont converties ici? En comptant les enfants, nous sommes une vingtaine de personnes à nous être convertis à l'islam. On ne peut pas forcer les gens. Un discours qui visiblement dérange. Non, il vaut mieux pas. Non. Coupez la caméra. C'est mieux, coupez. Contrarié par ces critiques, notre accompagnateur, le chef des Iban, nous demande d'arrêter de filmer. Dans un des pays les plus riches au monde, nous laissons les Punan dans leur extrême pauvreté. À Brunei, quand les sujets du sultan veulent fuir l'austérité et les interdits du pays, il y a une échappatoire connue de tous. Il suffit de prendre la route et aller en Malaisie voisine. Chaque week-end au poste de douane, c'est l'embouteillage. Pour franchir la frontière et changer d'ambiance, il faut au préalable déclarer sa sortie du territoire. À 160 km de Brunei, la ville de Miri. Au bord de la mer de Chine, cette station balnéaire de 300 000 habitants offre tout ce que ne propose pas le sultanat. Ici, dans un pays pourtant lui aussi à majorité musulmane, le mode de vie est tout autre. Un petit air de liberté flotte sur la ville. On vient aussi à Miri pour le shopping. Le taux de change est très en faveur du dollar de Brunei. Toutes les grandes marques internationales absentes du sultanat sont ici largement représentées. Et le soir, place aux plaisirs interdits. Dans les bars, l'alcool coule à flot. Êtes-vous déjà allé à Brunei? Je travaille à Brunei. Vous travaillez dans quel secteur là-bas? Je travaille dans l'industrie pétrolière. Ça fait combien de temps que vous travaillez à Brunei? Ah, ça fait 15 ans. Et vous avez vu le pays devenir de plus en plus strict en 15 ans? Avant, le pays, c'est vrai, il était plutôt ouvert. Mais maintenant, ils deviennent quand même de plus en plus stricts dans tout ce qu'ils font. Musique, alcool, danse et tenues légères pour les jeunes filles. Un cocktail évidemment impensable à Brunei. Vous habitez où à Brunei? J'étais bruneienne car mon père travaillait pour le gouvernement de Brunei. Mais maintenant, je suis malaisienne. Donc vous êtes parti de Brunei. Et tu préfères ici? Pourquoi est-ce que tu préfères vivre à Miri? Pour faire la fête, je préfère ici, en Malaisie. Vous allez à Brunei parfois ou jamais? J'ai ma tante là-bas. Donc vous lui rendez visite? Qu'est-ce que vous pensez de Brunei? J'aime pas Brunei. Mais pour quelle raison? Pour quelle raison tu n'aimes pas Brunei? Dis-moi. Dès que je traverse la frontière pour aller voir ma tante, je n'ai qu'une envie, retourner à Miri. Brunei est tellement ennuyeux. Tu ne peux rien y faire. Pas de fun, pas d'amis. Miri, un espace de liberté le temps d'un week-end pour des dizaines de milliers de Bruneiens. Pour ceux qui restent à Brunei, les loisirs sont bien plus limités mais parfois étonnants. Dans un quartier du nord de Bandar,
une communauté originale se retrouve autour d'une passion qui surprend au sultanat, les grosses cylindrées. Un groupe de bikers se regroupe ici chaque week-end, hommes et femmes confondus. Le président de ce club, c'est Redzwan, un ancien militaire. Il dirige le plus ancien groupe de bikers de Brunei, Pemoda, créé il y a près de 30 ans. C'est quoi cet endroit? C'est ton repère? Oui, t'as raison, c'est ma caverne. Chez lui, tout un univers dédié aux motos américaines. Son engin, une puissante Harley-Davidson, à plus de 30 000 €. Ce jour-là, Redzwan a organisé une sortie qui va rassembler 80 motards. Pour tous, une façon de s'échapper sur le bitume. Une balade d'1 heure avant de se regrouper au bord de la mer. Dans le groupe, chacun soigne son look. Cuir, bandana, des allures de bad boy pour un groupe très soudé. On roule ensemble en équipe. C'est un lien vraiment très fort. Pour nous, les bikers, on est comme des frères. Une fraternité. Et comme des sœurs aussi. Oui, comme des sœurs aussi. Ça permet vraiment de relâcher la pression. Chaque week-end, quand on se retrouve ensemble, entre bikers, vous vous sentez plus léger, loin des problèmes. Comme dit mon frère, on se sent libre. Fraternité. Loin du carcan de la charia, le temps d'une virée, les bikers s'offrent une bouffée d'oxygène dans une société de plus en plus austère.